Chunk 1. Nous avons une invitée spéciale, Susanna O'Hare. Je crois que lors de la dernière tournée des Bengals, ils étaient ensemble depuis 9 ans. 1986, Prince a secrètement offert aux Bengals leur plus grand en succès. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a donné à Susanna Hoffs. Coulisses, quelque chose se passait entre eux. Cette romance de conte de fées a mené au succès dans les charts, mais aussi à la jalousie au sein du groupe. Puis est venu son mariage avec un célèbre réalisateur 1993. Elle avait eu des relations avec des acteurs et des musiciens que Hollywood a essayé de cacher. Chaque romance s'accompagnait de secrets et de scandales. Que s'est-il vraiment passé avec Prince et comment sa vie amoureuse a-t-elle accidentellement déchiré l'un des plus grands groupes des années 80? Susanna Hoffs est née le 17 janvier 1959 à Los Angeles. Sa famille était différente de la plupart. Son père, Joshua Allen Hoffs, était un psychanalyste respecté qui travaillait avec certains des plus grands noms d'Hollywood. Sa mère, Tamar Ruth Simon, était l'une des rares femmes réalisatrices dans l'industrie cinématographique pendant les années 1950. Leur maison à Pacific Palisades coûtait 180 000 $ à l'époque, ce qui équivaudrait à environ 1,8 million de dollars aujourd'hui. Elle était remplie d'œuvres d'art originales, d'objets de collection de films et de conversations constantes. Susanna a grandi avec ses deux frères John et Jesse, dans une famille juive où les idées circulaient aussi facilement que les céréales au petit déjeuner. Sa mère adorait les Beatles. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était plutôt un style de vie. 1964, lorsque I Want to Hold Your Hand a envahi les radios américaines, leur maison s'est essentiellement transformée en un sanctuaire des Beatles. Tamar possédait chaque single et album, même les bootlegs rares, dépensant plus de 2 000 $ par an, ce qui équivaut à environ 18 000 $. Aujourd'hui, elle jouait Abbey Road tous les matins préparant le petit déjeuner et mettait Sgt. Pepper's cuisinant le dîner. Ce n'était pas seulement de la musique de fond, c'était partout. Quand Susanna a eu 6 ans, elle pouvait harmoniser n'importe quelle chanson des Beatles. Elle ne réalisait même pas qu'elle apprenait les types de couches vocales qui allaient plus tard aider à définir les Bengals. À l'âge de 7 ans, Susanna a commencé des cours de guitare avec son oncle, Robert Simon, un guitariste de session qui avait travaillé avec Sonny et Cher. 1966, il lui a offert une petite guitare acoustique Martin d'une valeur de 85 $, ce qui coûterait environ 750 $ aujourd'hui. Tous les samedis, ils s'entraînaient ensemble dans le garage familial, qui avait été transformé en petit studio. Chunk 2. 2 ans, elle avait appris 47 progressions d'accords et avait écrit sa première chanson intitulée « Sunshine in My Room ». Son oncle a gardé une trace de tous ses progrès dans un carnet cuir qui existe encore aujourd'hui. À 9 ans, elle plongeait déjà dans des accordions de jazz avancés. Cette expérience précoce lui a donné les compétences nécessaires pour se démarquer un jour dans un monde du rock dominé par les hommes, non seulement tant que chanteuse, mais aussi tant que guitariste capable de gérer le rythme et le lead. Plus de la musique, la danse a joué un rôle important dans la façon dont elle se comportait sur scène. De 5 à 12 ans, elle s'est entraînée à la West Side Ballet Academy à Santa Monica. Ses cours mensuels coûtaient 40 $, ce qui représente environ 360 $ aujourd'hui. Son instructrice, Madame Violette Armand, avait autrefois dansé avec le ballet de l'Opéra de Paris. Grâce au ballet, Susanna a appris à tenir son corps avec confiance, à bouger avec grâce et à garder l'attention du public. Elle a participé à 3 récitals, dont une représentation de Casse-Noisette 1971 où elle jouait un flocon de neige. Ces années d'entraînement l'ont aidée à développer la présence raffinée qui la distinguera plus tard de l'énergie plus chaotique des autres artistes rock dans les années 1980. 1980, Susanna a obtenu un diplôme Art de l'Université de Californie à Berkeley. Mais cette décision finale est intervenue après qu'elle ait hésité entre plusieurs matières. Elle a exploré la danse, le théâtre, le cinéma
et la sculpture avant de se fixer sur l'art. Ce n'était pas parce qu'elle n'arrivait pas à se décider, c'était parce qu'elle avait une profonde curiosité pour toutes les formes créatives. Le jour, elle peignait et sculptait. Mais la nuit, quelque chose d'autre prenait forme. Elle avait commencé à écrire de la musique avec son petit ami, David Roach. Et leur groupe, d'abord appelé The Psychiatrists, puis The Unconscious, devenait plus qu'un projet parallèle. Ses professeurs pensaient qu'elle entrerait dans des galeries ou des musées, mais elle rêvait déjà de jouer de la musique à plein temps. 2 concerts ont tout changé pour elle. Le premier était le dernier spectacle des Sex Pistols au Winterland Ballroom à San Francisco le 14 janvier 1978. Il s'est terminé avec Johnny Rotten demandant à la foule s'il se sentait floué avant de quitter la scène. Le second était une performance de Patti Smith, qui combinait musique et poésie d'une manière qui a profondément touché Susanna. Elle a dit plus tard que c'était à ce moment-là qu'elle avait ressenti toute la force du mouvement punk et artistique, et c'était un tournant. Elle a réalisé qu'avec seulement 3 ou 4 accords, elle pouvait créer quelque chose de brut et de réel. Elle se souvient avoir écouté les Ramones et avoir pensé « Je peux faire ça ». Cela lui a donné le courage de passer de la guitare acoustique à l'électrique et de se voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Après avoir obtenu son diplôme, Susanna a choqué tout le monde, abandonnant complètement les arts visuels. Sa famille s'attendait à ce qu'elle fasse carrière dans les arts, peut-être travaillant dans le cinéma comme sa mère, mais au lieu de cela, elle est retournée à Los Angeles et a commencé à chercher des musiciens pour former un groupe. Chunk 3. C'était une décision risquée. 1980, il n'était pas facile pour les femmes de percer dans la musique rock. La plupart des groupes étaient composés d'hommes et il n'y avait pas beaucoup de femmes guitaristes sur scène. Mais elle ne s'est pas laissée arrêter par cela. Elle s'est appuyée sur les compétences guitare que son oncle lui avait enseignées et sur la conviction qu'elle pouvait créer son propre chemin. 1931. Susanna Hoffs venait d'obtenir un diplôme art de l'UC Berkeley lorsqu'elle a vu une petite annonce dans un journal de Los Angeles. Elle avait été placée par Vicky et Debbie Peterson, 2 sœurs à la recherche de musiciens qui aimaient les mêmes groupes. C'était son cas. Quand elles se sont rencontrées dans un garage à Northridge, elles ont commencé à chanter ensemble et quelque chose a cliqué. Cette première harmonie a suffi. Elles n'avaient pas de plan, mais elles avaient une chimie et c'est ainsi qu'un groupe est né. Elles se sont appelées The Supersonic Bangs, puis The Bangs. Finalement, elles sont devenues The Bangles. À l'époque, la musique rock était encore un monde d'hommes. 4 femmes essayant de percer dans un garage semblait impossible, mais elles ont continué à répéter. Elles ont continué à jouer dans des clubs. Elles ont continué à courir après leurs rêves. 1984, leur premier album est sorti. Les critiques l'ont adoré, mais il ne s'est pas vendu. Il a culminé à la 80e place des charts et s'est vendu à un peu plus de 49 000 exemplaires dans le monde. Elles ont reçu des éloges, mais pas de diffusion à l'antenne. MTV les a ignorées. Les 6 stations de radio ne les ont pas sélectionnées. Cela signifiait pas d'argent et cela signifiait des emplois de jour. Elles étaient signées chez Columbia Records, mais cela ne ressemblait pas à un succès. Elles étaient fauchées. Chunk 4, elles jouaient dans de petits clubs la nuit et occupaient des emplois normaux le jour. Le loyer devait être payé, l'épicerie devait être achetée et le label a commencé à s'inquiéter. Certains dirigeants ont commencé à se demander s'ils avaient commis une erreur signant un groupe de rock entièrement féminin. Cette inquiétude s'est transformée pression et lentement, le label a commencé à pousser Susanna Hoffs vers l'avant. Non pas parce qu'elle voulait être la star, mais parce que l'industrie pensait qu'un seul visage se vendait mieux qu'un groupe. Pourtant, ce qui rendait les Bangles différentes était leur façon de chanter. Leurs harmonies n'étaient pas soigneusement conçues. Elles les ont découvertes par accident lors de l'une de leurs premières sessions de garage. Chaque membre chantait à tour de rôle la voix principale, ce qui donnait à leur chanson un son riche et stratifié. Hoffs avait une expérience musique expérimentale.
Les sœurs Peterson ont apporté du folk et du rock classique. La guitare janglée de Vicky Peterson est devenue une partie de leur signature. Ensemble, elles ont créé quelque chose que les critiques ont plus tard appelé néo-psychédélisme. Mais être différent ne suffisait pas. Dans les années 1980, les groupes entièrement féminins étaient traités comme des gadgets. Les dirigeants et les magazines les sexualisaient souvent, au lieu de respecter leur talent. Quand les Go-Go's étaient en couverture de Rolling Stone, elles étaient montrées sous vêtements. La légende disait « Les Go-Go's se montrent ». C'était le genre d'environnement dans lequel les Bengals devaient travailler. Columbia Records a commencé à remodeler l'image du groupe. Huffs a été poussé vers l'avant. Le style démocratique du groupe a été lentement mis de côté. Puis est venu un moment que personne n'aurait pu prédire. 1984, Prince a écrit une chanson intitulée Manic Monday. Il l'a enregistrée comme un duo pour un autre groupe, mais a décidé de ne pas la sortir. 2 ans plus tard, il l'a discrètement donnée aux Bengals. Il a utilisé un faux nom, Christopher, pour cacher son identité, mais ce n'était pas aléatoire. Il avait entendu leur premier album et était intéressé par Huffs. Il s'était présenté à l'un de leurs concerts. Huffs a dit plus tard que c'était comme un conte de fées. Chess Inc. 5. Prince n'a pas apporté de pantoufles de verre. Il a apporté une chanson à succès. Cette chanson a tout changé. Manic Monday est sortie en 1986 et a atteint la 2e place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle a ouvert la porte à leur 2e album, Different Light. Cet album s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Rien qu'aux États-Unis. Il a été certifié platine au Canada et au Royaume-Uni également. 5 singles de l'album se sont classés dans les charts. Pour la première fois, elles n'avaient plus de mal à se faire entendre. Elles étaient partout. La chanson la plus populaire de cet album était « Walk Like an Egyptian ». Elle a atteint la 1re place aux États-Unis, au Danemark et aux Pays-Bas. Elle est restée tête du classement Billboard pendant 4 semaines et est devenue la chanson numéro 1 de 1987. La vidéo a été nominée pour la meilleure vidéo de groupe aux MTV Awards. Les Bengals n'étaient plus seulement un groupe de garage. Elles étaient des stars de la pop mondiale. 1988, le monde de la musique avait pleinement reconnu leur impact. Cette année-là, Rick et Baker ont sorti une guitare signature Susanna Hoffs. C'était une édition limitée avec seulement 250 exemplaires jamais fabriqués. Elle a été dévoilée lors d'un grand salon de la musique à Atlanta. Elle coûtait plus de 1000 $ et avait un design unique personnellement choisi par Hoffs. La guitare est devenue l'un des instruments les plus collectionnés de la décennie. Cela a montré que son influence ne se limitait pas à la voix ou à l'image. Elle s'étendait à la façon dont les gens jouaient et comprenaient. La musique rock. Susanna Hoffs n'a jamais cherché à être le centre de l'attention. Les Bengals étaient censés être un groupe où tout le monde partageait la vedette. Susanna, Vicky Peterson, Debbie Peterson et Michael Steele chantaient toutes, écrivaient des chansons et jouaient des instruments. Au début, c'est comme ça que les choses fonctionnaient, mais dès que les caméras sont apparues, tout a commencé à changer. Susanna était plus petite que les autres, alors les photographes l'ont placée devant. 6. Cela a semblé inoffensif au début, mais avec le temps, cela lui a donné l'air d'être la leader. La presse l'a remarqué, les fans l'ont remarqué, et peu de temps, l'image du groupe avait changé sans que personne ne dise un mot. Même si elle ne l'a jamais demandé, Susanna est devenue le visage dont les gens se souvenaient, ce qui a lentement commencé à ronger le lien qu'elles avaient construit. Les chiffres racontaient une histoire douloureuse sur les 7 singles majeurs sortis sous Columbia Records. Susanna a chanté la voix principale sur 5 d'entre eux. Manic Monday, Walk Like an Egyptian, Hazy Shade of Winter, In Your Room et Eternal Flame sont tous devenus d'énormes succès. Sa voix douce et unique convenait bien à la radio. Les producteurs et les dirigeants le savaient et ont continué à la choisir. La vidéo
Walk Like an Egyptian l'a rendue encore plus reconnaissable, particulier à cause de son fameux mouvement des yeux. Le public s'est connecté avec elle instantanément. 1988, certains DJ de radio appelaient les chansons les siennes uniquement. Les fans la considéraient comme la chanteuse, ne réalisant pas tout ce que les autres avaient donné à la musique. Ce n'était pas quelque chose que Susanna avait planifié, mais à chaque succès, l'écart entre elle et le reste du groupe n'a cessé de croître. Ce n'était pas seulement les chansons. Les couvertures de magazines ont commencé à ne présenter que Susanna. Rolling Stone, Spin et les magazines pour adolescents l'ont tous mise avant comme l'attraction principale. Ses camarades de groupe, si elles apparaissaient, étaient reléguées dans les coins ou complètement oubliées. Les journalistes ont cessé de poser des questions sur le groupe et se sont concentrés uniquement sur la vie privée de Susanna. Les tournées de presse et les apparitions à la télévision ont suivi le même schéma. Les caméramans ont zoomé sur son visage et les interviews étaient dirigées uniquement vers elle. Même lorsqu'elle essayait de mentionner le reste du groupe, les médias l'ignoraient. Ses efforts pour les inclure ne la rendaient que plus charmante, ce qui empirait les choses. Le reste des Bengals étaient coincés à regarder leur partenaire égal devenir quelque chose d'autre aux yeux du monde. 1988, les choses s'effondraient coulisses. Ce qui avait été autrefois un groupe fort et égal se sentait maintenant comme un lieu de travail divisé. Pendant les concerts, Vicky parlait souvent à la foule et aidait à diriger les spectacles, mais les caméras restaient sur Susanna. Les autres membres se sentaient invisibles. Debbie a avoué plus tard qu'elle s'était simplement habituée à l'attention. Personne ne savait comment parler de ce qui se passait. Susanna a dit plus tard qu'elle n'avait aucun moyen de s'asseoir et de discuter des choses groupe. Les dégâts ont continué à s'accumuler jusqu'à ce que les dirigeants de la maison de disques commencent à suggérer qu'elle fasse carrière solo. Chunk 7, il ne semblait pas se soucier des autres. Ce fut la dernière goutte qui a brisé ce qui restait. 1949, le groupe s'est séparé. À l'extérieur, cela ressemblait à un succès. À l'intérieur, il s'était tranquillement effondré. Puis vint le film. Le 1er mai 1987, The All-Nighter est sorti salle. C'était une comédie sur le thème de la plage écrite et réalisée par la mère de Susanna, Tamar Simon Hoffs. Susanna a joué aux côtés de Joan Cusack, Dee Pfeiffer et Pam Grier. Le budget était petit, environ $1 million. Le film n'a pas bien marché, rapportant seulement 2,7 millions dans le monde, mais les dégâts étaient déjà faits. Le reste du groupe n'avait pas du tout été impliqué, alors qu'elles étaient laissées pour compte. Susanna était présentée comme une artiste solo et une actrice. Le film n'utilisait même pas la musique des Bengals, mais cela n'avait pas d'importance. Son image de star solo s'était déjà imposée. Les magazines et les talk-shows lui ont accordé plus d'attention. Les fans et les initiés la voyaient comme distincte du groupe. Qu'elle le veuille ou non, Susanna était devenue quelque chose de beaucoup plus grand que les Bengals. Le 30 octobre 1986, les Bengals ont joué à l'Avalon à Hollywood. Coulisses, Susanna Hoffs a rencontré l'auteur-compositeur Tom Kelly. Cette rencontre a conduit à une nouvelle façon d'écrire pour elle. Elle avait toujours commencé par des mélodies, mais Kelly et son partenaire Billy Steinberg ont commencé par les paroles à la place. Ils ont écrit « Eternal Flame » utilisant 2 images réelles. L'une était la flamme sur la tombe d'Elvis Presley à Graceland, qui s'était éteinte lors d'une tournée pluvieuse. L'autre était une lumière rouge dans la synagogue d'enfance de Steinberg à Palm Springs. Cette lumière n'était jamais censée s'éteindre. La chanson est sortie le 23 janvier 1939 et est devenue le 2e succès numéro 1 des Bangles. Elle a été certifiée or et a dominé les charts dans 8 autres pays. Seuls les Supremes et les Shirelles avaient atteint plusieurs succès numéro 1, tant que groupes entièrement féminins avant elle. Juste avant cela, un autre morceau intitulé « In Your Room » avait prouvé l'étendue de la gamme de Susanna. Chunk 8 sorti. Mais au moment où elles ont atteint leur apogée, tout s'est effondré. 1949,
le groupe a été convoqué chez son manager. Elle pensait Anne de discuter d'une tournée Australie. Au lieu de cela, Elsot et sont entrés dans une pièce remplie de leur avocat, de leur agent de publicité et de leur manager. Le message était simple. C'était fini. Vicki Peterson a avoué plus tard qu'elle avait vu les signes, mais avait choisi de les ignorer. Beaucoup pensaient que la séparation avait été poussée par la direction qui voyait Hoffs comme une future star solo. Ils ont même offert un contrat solo à Michael Steele pour empêcher le groupe de continuer sans Hoffs. À ce moment-là, le groupe était déjà épuisé. Elles étaient sur la route depuis des années. Les tensions montaient depuis l'album Different Light. Elles voulaient être considérées comme de vraies musiciennes, mais leur plus grand succès était souvent écrit par d'autres. La perception du public dépeignait Hoffs comme la leader, et cela n'a fait qu'approfondir les fissures entre elles. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Le groupe s'est séparé à l'automne 1989, seulement 6 mois après que Eternal Flame ait dominé les charts dans le monde entier. La carrière solo de Hoffs n'a pas décollé comme tout le monde s'y attendait. Le contrat solo de Michael Steele n'a jamais eu lieu. Les sœurs Peterson étaient tellement ébranlées qu'elles ont complètement quitté la musique, du moins pendant un certain temps. Vicki a rejoint les Continental Drifters et Debbie a commencé un groupe appelé Kindred Spirit. Pour les fans et les initiés de l'industrie, la rupture n'avait aucun sens. 1991, Hoffs a sorti son premier album solo, When You're a Boy. Elle a enregistré dans de grands studios à Hollywood et David Kahn l'a produit. Son premier single, My Side of the Bed, a atteint la 30e place des charts Billboard. Mais l'album lui-même a culminé à la 83e place aux États-Unis et à la 56e place au Royaume-Uni. Elle a terminé le disque avec une reprise de David Bowie, Boys Keep Swinging. Le titre de l'album est tiré de ce morceau. Les critiques n'ont pas été tendres. L'un l'a qualifié de fiasco. Un autre a dit que c'était de l'ennui retouché. Columbia Records a sorti 3 singles, mais aucun n'a eu un réel impact. Chunk 9, 1996, Hoffs avait modifié son style musical. Son deuxième album était éponyme et plus axé sur le folk. Columbia n'a pas aimé le changement et l'a laissé tomber. London Records l'a repris à la place. Le single All I Want a atteint la 77e place et est resté dans les charts pendant 12 semaines, mais cela n'a pas suffi à sauver le projet. L'album était personnel, rempli de thèmes plus sombres. Une chanson, Weak with Love, a été écrite à propos de l'assassinat de John Lennon. Les critiques l'ont salué, mais il s'est mal vendu. Certaines chansons avaient déjà été rejetées par Columbia, montrant à quel point le label avait peu confiance sa direction. Au même moment, quelque chose d'inattendu s'est produit. Hoffs a fait partie d'un faux groupe des années 1960 appelé Ming-Te. Il comprenait Mike Myers et Matthew. Myers jouait Austin Powers, Sweet jouait Sid Belvedere et Hoffs est devenu Gillian Shagwell. Ce qui avait commencé comme une blague dans les boîtes de nuit de Los Angeles s'est transformé, performance complète, dans les 3 films Austin Powers. Ils ont enregistré des chansons comme BBC et Daddy Wasn't There. Le nom du groupe vient d'un étrange film italien des années 1960 avec Ursula Andress. Le timing a fonctionné. La carrière solo de Hoffs était au point mort et Myers construisait le personnage d'Austin Powers. Ironiquement, ce groupe de fiction idiot a fini par être plus populaire que ses albums sérieux. 1993, Hoffs a épousé Jay Roach, l'homme qui réalisera les films Austin Powers. La cérémonie a eu lieu à Los Angeles. Son oncle et son grand-père, tous 2 rabbins, ont officié. Son grand-père lui a dit « Toi, ma princesse, tu m'as maintenant, dans ça ne s'entend la portée, un prince. » Roach, qui a été élevé dans la religion baptiste du Sud, s'est converti au judaïsme avant le mariage. Ils ont eu 2 fils, l'un 1995 et l'autre 1998. Roach a ensuite réalisé Meet the Parents et des films politiques sérieux comme Recount et Game Change.
2023, Hoffs a déclaré qu'il avait fallu de nombreuses relations passées, y compris celle avec Prince et l'acteur Donovan Leitch, pour réaliser que Jay était le bon. Son plus grand succès musical après les Bengals est venu grâce à un partenariat. 2006, elle et Matthew Sweet ont sorti Under the Covers Volume 1. Ils ont utilisé les noms Sid et Susie et ont enregistré 15 chansons des années 1960. Ils partageaient un amour de l'écriture de chansons classiques. Le volume 2 est sorti 2009 avec 16 chansons des années 1970, dont des morceaux de Carly Simon, Rod Stewart et Fleetwood Mac. Chunk, 10. Le volume 3, sorti 2013, se concentrait sur des artistes des années 1980 comme The Pretenders et The Smiths. À travers les 3 albums, ils ont repris 57 artistes des Beatles à Prince. Un coffret de 4 CD est sorti plus tard, intitulé Completely Under the Covers. Il comprenait des chansons bonus et est devenu son œuvre la plus acclamée depuis The Bengals. 1999, les Bengals ont fait quelque chose que personne n'attendait. Après 10 ans de silence, elles se sont réunies, mais ce n'était pas par amour ou par nostalgie. VH1 leur a offert 2 millions de dollars pour se réunir pour une émission spéciale Behind the Music. Susanna Hoffs ne gagnait que 50 000 $ par an grâce à son travail solo. Cet argent a tout changé. Elles se sont rencontrées le 15 mars 1999 au Sound City Studio à Venise. Pendant les 3 premières heures, elles ne se sont pas dit un seul mot. Elles ne se parlaient que par l'intermédiaire de leur manager. Chacune restait dans une cabine d'enregistrement séparée. La tension était réelle. Puis, elles ont commencé à jouer Manic Monday. Ce moment a brisé le silence. Hoffs a commencé à pleurer. Quelque chose a changé. L'émission a attiré 4,2 millions de téléspectateurs et est devenue l'épisode le mieux noté de VH1 cette année-là. Leur réunion a conduit à un nouvel album. Il s'appelait Jamma Doll Revolution et est sorti le 15 mars 2003. Il leur a coûté 500 000 $ à réaliser. Elles ont emprunté l'argent sur les futures redevances. Les choses ont mal commencé. Seuls 12 000 exemplaires se sont vendus la première semaine. Les critiques ont dit que l'album était vieux et forcé, mais alors quelque chose d'étrange s'est produit. Une chanson, Something That You Said, a lentement attiré l'attention des radios pour adultes contemporains. Elle a atteint la 27e place des charts. Cette chanson les a sauvés du désastre financier. Chunk. 11. Hoffs a admis 2004 qu'elle cherchait un vrai travail avant que les chèques ne commencent enfin à arriver. L'album s'est finalement vendu à 180 000 exemplaires dans le monde. Cela ne les a pas rendues stars à nouveau, mais cela a prouvé qu'elles avaient encore quelque chose à offrir. Le morceau que les fans ont le plus aimé, Ask Me No Questions, avait été écrit pendant leur séparation initiale 1989, mais n'a jamais été enregistré avant cela. Leur album suivant est venu d'un endroit très différent. 2011, elles ont enregistré Sweetheart of the Sun dans la cuisine de Susanna Hoffs. Elles n'avaient pas les moyens de se payer un temps de studio approprié, alors elles ont installé des microphones et du matériel d'enregistrement directement dans sa maison de Beverly Hills. Tout devait être fait entre 9h et 15h pendant que ses enfants étaient à l'école. Le producteur Matthew a dit qu'ils avaient même utilisé des casseroles de cuisine comme panneaux acoustiques. Le 3 novembre 2010, à exactement 2h07 du matin, après du vin et des jam sessions tardives, elles ont enregistré la chanson-titre. Ce moment brut s'est transformé leur chanson la plus acclamée 2 décennies. L'album s'est vendu à 45 000 exemplaires au cours de son premier mois. C'était 3 fois plus que ce que leur label attendait et cela n'a coûté que 18 000 $ à réaliser. Elles ont utilisé GarageBand sur le MacBook Pro de Hoffs. Plus tard, tout le processus d'enregistrement est devenu un documentaire intitulé Sweetheart Sessions. Dehors de la musique, Susanna Hoffs s'est concentrée sur l'éducation de ses 2 fils. Jackson est né 1994 et Sam 1997.
Elle a dépensé plus de 3 millions de dollars pour leur éducation. Les deux garçons sont allés à Stanford. Jackson n'y est pas entré tout de suite. Il a été rejeté 2 fois avant d'être transféré 2014. Ses seuls frais de scolarité coûtaient 47 000 dollars par an. Hoffs a vendu sa maison de plage à Malibu pour 2,1 millions de dollars pour aider à payer. Sam a obtenu une bourse d'études complète pour étudier l'informatique. Jackson travaille maintenant à Nashville tant que producteur de musique et gagne 35 000 dollars par an. Sam a pris un chemin différent. Il est devenu un entrepreneur technologique et, à 25 ans, il valait 2,8 millions de dollars. Hoffs a dit un jour qu'elle avait l'habitude de s'entraîner à la guitare dans sa voiture pendant leur match de baseball pour ne pas manquer ces moments. Les deux fils savent jouer d'instruments, mais un seul s'est lancé dans la musique. Junk, 12. Sam a plaisanté un jour, disant que sa mère l'avait guéri de vouloir être musicien. L'un des plus grands tournants de Hoff est venu d'un endroit inattendu. Juillet 2011, elle conduisait à une répétition des Bengals lorsqu'elle a accidentellement tamponné un homme nommé Andrew Brassel à une intersection à Beverly Hills. Au lieu de simplement échanger les détails de l'assurance, ils ont commencé à parler de musique. Brassel était un auteur-compositeur de Nashville. Il a joué une démo pour elle directement sur son téléphone. 3 mois plus tard, elle s'est envolée pour Nashville pour travailler avec lui. Cet accident s'est transformé en un album solo complet intitulé Someday. Il n'a coûté que 75 000 dollars à réaliser, mais a mis 18 mois à terminer. Hoffs n'enregistrait que pendant les heures d'école. Le producteur Mitchell Froom a accepté de travailler pour 500 dollars par jour parce qu'il croyait aux chansons. Quand l'album est finalement sorti, il a reçu les meilleures critiques de toute sa carrière. Rolling Stone l'a appelé son chef-d'œuvre. Il ne s'est pas beaucoup vendu, seulement 23 000 exemplaires, mais il a rapporté 400 000 dollars contrat de licence pour la télévision et le cinéma. À 64 ans, Susanna Hoffs a de nouveau surpris tout le monde. Avril 2023, elle a publié son premier roman. Il s'appelait This Bird Has Flown et a été publié par Little Brown and Company. Les critiques l'ont adoré. Le New York Times l'a qualifié d'assommoir. NPR a dit qu'il était doux, tendre et une lettre d'amour à la musique. Le Los Angeles Times a salué son originalité. Hoffs avait gardé son écriture secrète pendant des années pendant qu'elle y travaillait. L'histoire suivait Jane Stark, une musicienne fauchée de 33 ans qui n'avait eu qu'un seul succès une décennie plus tôt et vivait maintenant avec ses parents. Les lecteurs ont dit qu'il était honnête et plein de détails réels sur l'industrie de la musique. Avant même que le livre n'arrive librairie, Universal Pictures a acheté les droits cinématographiques. Cela n'arrive pas souvent, surtout pas pour les auteurs débutants. Les producteurs Lisa Chasson et Bruna Papandrea, qui ont travaillé sur Anatomie d'un scandale, ont signé. Encore plus surprenant, Hoffs écrirait elle-même le scénario. Habituellement, ce travail revient à quelqu'un d'autre. Elle a qualifié toute cette expérience de rêve devenue réalité. Le contrat de film s'est conclu si rapidement que cela a prouvé que Hollywood voyait quelque chose de spécial dans son histoire. Chunk, 13. Le roman était plus qu'une simple histoire d'amour. Jane, le personnage principal, rencontre un professeur de littérature britannique nommé Tom Hardy, pas l'acteur, lors d'un vol pour Londres. Leur relation l'aide à redécouvrir sa musique et elle-même. L'histoire montre également à quel point l'industrie de la musique peut être dangereuse. Un personnage nommé Jonesy, qui a aidé Jane avec son succès original, veut maintenant contrôler son retour. Le livre explore si Jane va courir après la gloire ou rester fidèle à son art. Cette lutte a touché de nombreux lecteurs. Ce n'était pas seulement une romance, il s'agissait de retrouver sa voix. Le monde littéraire l'a prise au sérieux. Ce n'était pas juste une célébrité écrivant un livre pour attirer l'attention. Taylor Jenkins Reid, qui a écrit Daisy Jones and the Six, l'a hautement loué. Elle a dit « Si vous aimez ce livre, vous adorerez celui-ci aussi. » Même Tom Hanks y a commenté.
Il a dit que Hoffs avait magnifiquement capturé le chagrin d'amour, la musique et l'amour. Les critiques ont adoré son dialogue vif et à quel point les personnages se sentaient réels. Ils l'ont comparée à des auteurs expérimentés et ont dit qu'elle avait un vrai talent. Ce genre d'éloge est rare pour tout romancier débutant et encore moins pour un musicien. Entre 2021 et 2025, Hoffs a été plus créative que jamais. À 65 ans, elle a sorti 3 albums quelques années seulement. Bright Lights est sorti le 12 novembre 2021. Il contenait 10 reprises de chansons, dont un duo avec Amy Mann. Il s'est même classé au numéro 83 au Royaume-Uni. Puis, avril 2023, elle a sorti The Deep End. C'était audacieux. Elle a même inversé le sens de Under My Thumb des Rolling Stones, donnant le pouvoir à la femme à la place. Octobre 2024, elle a sorti l'album Perdu. C'étaient des chansons qu'elle avait enregistrées en 1999, tout élevant son bébé. Il comprenait l'aide de Charlotte Café et Jane Wiedlin des Go-Go's. Cet album était personnel, comme un journal musical sur l'amour et la maison. Le 26 mars 2025, elle a joué au Carnegie Hall. Chunk 14. Le concert était un hommage à Patti Smith et marquait les 50 ans du célèbre album de Smith, Horses. La scène était remplie de légendes. Flea jouait de la basse, Steve Jordan était à la batterie, Charlie Sexton jouait de la guitare, Ben Montench était au clavier. Hoffs a chanté Kimberly, une chanson touchante que Smith a écrite pour sa sœur. Elle a dit plus tard que toute la nuit était pleine d'amour et a remercié Patti de l'avoir incluse. C'était la preuve qu'elle avait toujours sa place parmi les meilleurs. À 66 ans, Hoffs est devenue une sensation virale, non pas pour sa musique ou ses livres, mais pour son apparence. Les fans n'arrivaient pas à croire à quel point elle avait l'air jeune. Sur Instagram, elle a posté une vidéo sans maquillage tenant un café et souriant. Elle a légendé. Voilà 65 ans. Les gens ont inondé les commentaires. Certains ont dit qu'elle avait l'air d'avoir 30 ans. D'autres l'ont qualifiée de belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ne prétendait pas que le vieillissement ne se produisait pas. Elle parlait ouvertement, disant « Le temps passe, mais ce n'est pas grave ». Parfois, elle porte même ses vieilles tenues, des bangles, et taquine sa coiffure des années 80 pour s'amuser. Son honnêteté et sa joie ont fait d'elle un modèle pour les femmes du monde entier.